De la localité de Fissel au Sénégal ou de celle de Mongo au Tchad ou encore Ansongo au Mali en passant par Tillabéri au Niger ou Soum au Burkina Faso, les stations de radio communautaires ont toujours permis à des communautés locales de prendre la parole dans les langues qui sont les leurs et à de simples citoyens de débattre sur les ondes de questions qui les touchent de près à travers des émissions d'information, d'éducation et de sensibilisation. Elles sont des centaines à mailler les territoires nationaux d'information locale. Mais au Sahel, ces radios communautaires évoluent dans un contexte sécuritaire dégradé. En novembre 2023, 2 journalistes de radio communautaires ont été enlevés par des groupes armés dans une attaque au Mali qui a coûté la vie à l'un de leurs collègues. Un journaliste de radio communautaire a été tué au Tchad en avril. C'est dans ce contexte inquiétant que Reporters sans frontières se mobilise dans le cadre de sa campagne Sauver le journalisme au Sahel pour fédérer les efforts et assurer la protection physique et aussi économique des médias et des radios communautaires. Reporters sans frontières a ainsi mobilisé plus de 500 radios communautaires du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Cet appel des radios communautaires interpelle les autorités régionales et la communauté internationale à soutenir et à protéger le journalisme local pour sauvegarder le droit à l'information. Sadibou Marang, directeur du bureau de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne, revient sur l'appel lancé par plus de 500 radios communautaires du Sahel. C'est dans le cadre de cette campagne Sauver le journalisme au Sahel, en septembre dernier à Bamako au Mali, l'appel des radios communautaires, et nous avons pu mobiliser 547 des radios communautaires dans toute la bande sahélienne, et ce sont des pays, on y voit des pays comme le Burkina, avec au moins 30 à 40 radios, le Tchad également une quarantaine de radios, le Mali également une cinquantaine de radios, de même que le Tchad, mais aussi d'autres pays qui ne sont pas forcément proches du Sahel, mais qui sont proches du Sahel, mais qui ne sont pas forcément à côté. Donc ce sont des pays qu'on appelle les pays de la bande côtière. Donc ces pays-là, mais comme le Sénégal, le Libéria, la Gambie, la Sierra Leone, tous ces pays ont des radios communautaires, et la Guinée qui ont été signataires un peu de l'appel de Bamako, l'appel des 500 de Bamako, pour demander aux autorités nationales d'abord, mais également régionales et à la communauté internationale de tout mettre en œuvre pour protéger le journalisme local et le journalisme de proximité. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel-là. Depuis son lancement, donc, on continue un peu à mesurer un peu le rythme avec des adhésions ici ou là, mais également de mettre l'appel un peu à un autre niveau, par exemple au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également au niveau de l'Union africaine, où on a été récemment en Éthiopie, un peu où on a parlé de cette déclaration, de cet appel, mais aussi de la déclaration sur le droit à l'information au Sahel. Parce que pour nous, tout est lié en réalité. On parle d'un appel pour demander la protection, on aboutit à une déclaration sur le droit à l'information au Sahel, qui permet aux États qui vont signer cette déclaration-là, qui est en train de circuler, l'importance du droit à l'information dans un environnement très difficile. Nous sommes dans le cadre d'une campagne de Reporters sans frontières qui a été lancée depuis 2022 et qui s'intitule Sauver le journalisme au Sahel. Pourquoi sauver le journalisme? Nous nous sommes rendus compte que ces dernières années, avec les attaques des groupes armés, avec les ripostes des armées, le droit à l'information est mis à rude épreuve d'une manière générale et la liberté de la presse. Et dans ce contexte, RSF se mobilise dans le cadre de cette campagne pour fédérer les énergies afin que le droit à l'information puisse continuer d'être respecté, et protégé et promu. Donc c'est dans ce cadre-là que dans le monitoring que nous faisons, nous nous rendons compte effectivement qu'il y a des journalistes et des professionnels des radios communautaires du Sahel attaqués et finalement tué. Par exemple, au Mali en novembre 2023, il y a le journaliste Abdelaziz Djibrila qui a été tué par des bandes armées. 2 autres de ses confrères sont juste à ce jour portés disparus et un autre a été blessé pendant cette attaque. Ça c'est au Mali. Et au Burkina également, les radios communautaires paient un lourd tribut sur les attaques des groupes des bandes armées et souvent de la riposte des armées d'une manière générale. Au Tchad, le journaliste Idrissi a été tué en avril dernier, simplement parce qu'il a couvert des conflits intercommunautaires
entre éleveurs et agriculteurs. Et tout cela nous met dans un écosystème où on se rend compte les radios communautaires font de l'information de proximité. Et l'information de proximité se trouve à la base. Et c'est de là où il faut prendre l'information à partir de la base, à partir des radios communautaires, pour pouvoir la diffuser, pour pouvoir la traiter et pour pouvoir informer la population. Malheureusement, les animateurs de ces radios communautaires et les acteurs de ces radios communautaires sont tout le temps attaqués dans la bande sahélo-sahélienne, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse du Niger, mais qu'il s'agisse également du Tchad, mais aussi du Burkina Faso. Donc, nous nous sommes dit, nous allons mettre en place cette initiative dans le cadre de nos activités avec le Centre allemand pour l'information en Afrique, rassembler une dizaine à quinzaine de journalistes de radios communautaires de ces pays-là, mais également de la Guinée, du Sénégal, pour pouvoir les former en sécurité physique, mais également en sécurité digitale dans le cadre de ce projet que nous sommes en train d'exécuter. C'est la raison pour laquelle nous les avons réunis au Sénégal pendant 3 jours, dérouler ces activités-là avec des formateurs certifiés en sécurité, mais digitale et physique et en premier secours, mais aussi partager un peu les idéaux de notre flagship campagne qui est le Journalism Trust Initiative et qui va leur permettre un peu de se conformer à un certain nombre d'exigences. Parmi les recommandations phares de l'appel des radios communautaires du Sahel, il y a la formation des équipes des radios communautaires à la sécurité physique. Cela a été le cas au Sénégal du 18 au 20 décembre dernier où Reporters sans frontières a organisé une formation régionale des journalistes et animateurs des radios communautaires du Sahel à la sécurité physique et digitale. En zone de guerre, les journalistes ont besoin de se protéger, estime Saher Sarr, formateur secouriste pour qui la formation est arrivée à point nommé. Les journalistes du Sahel ont bénéficié d'une formation de 2 jours sur lesquels on a quand même partagé sur certains modules. Donc on a partagé sur la sécurité, on a partagé sur comment on examine une victime en cas de situation d'urgence. On a partagé également la conduite à tenir quand il y a un saignement abondant. Quelle est la conduite à tenir quand la victime a perdu connaissance? Quand elle ne respire pas aussi, comment on fait la RCP? Donc tous ces modules-là ont été passés en revue pendant ces 2 jours. Il y a souvent des situations d'urgence pour lesquelles les journalistes sont souvent témoins. Et quand les journalistes sont témoins, donc je pense qu'ils doivent eux-mêmes être capables de donner les premiers gestes avant l'arrivée des secours publics. Donc c'est pourquoi ces gens-là doivent être outillés en matière de premiers secours pour pouvoir sauver des vies. Nous sommes dans un monde où les technologies d'attaque numérique sont de plus en plus sophistiquées et plus omniprésentes, rendant les journalistes plus vulnérables aux attaques numériques. Pour Mohamed Boy, la sécurisation des données pour les acteurs de l'information est très importante. Il est formateur en sécurité digitale. Elle est super importante parce qu'ils sont face à des menaces qui sont très compliquées. C'est des menaces qui peuvent faire un impact sur eux personnellement, sur leur sécurité, sur leur psychologie, mais aussi sur leur environnement, famille, amis, connaissances. Et donc, c'est très important parce qu'ils doivent aussi avoir, entre guillemets, je peux dire, les armes, les outils essentiels nécessaires qui leur permettront éventuellement de combattre ces menaces-là. Et pour moi, personnellement, c'est un grand plaisir de participer à cette aventure avec Reporters sans frontières, qui une nouvelle fois me donne l'occasion de partager ses connaissances et ses compétences qui, par la suite, nous l'espérons que ces journalistes auront ces armes ou ces outils adéquats face à ces menaces. Et donc ces différentes raisons-là nous poussent à éventuellement être là aujourd'hui pour nous donner éventuellement ces points très forts. Et le dernier point du pourquoi, je dirais beaucoup plus par rapport à cette situation de transférer l'information. La population a besoin d'informations claires, vraies, surtout vraies, et que ces journalistes puissent s'épanouir de leur métier tout simplement. L'accès à l'information devient difficile en cas d'attaque terroriste. La radio CEFOD du Tchad en est une parfaite illustration. Le rédacteur en chef Pierre Yerabouban nous en dit plus. Il arrive de temps en temps qu'il y ait effectivement des attaques terroristes, comme récemment on l'a connu le mois dernier, le mois de novembre. On a connu une attaque dans la province du lac Tchad. Il y a eu donc l'attaque de Boko Haram qui sévit dans le Sahel, y compris au Tchad. Alors on a eu une attaque qui a fait une quarantaine de morts parmi les militaires officiellement, mais voilà, d'autres sources indiquent un nombre beaucoup plus important. Alors quand il y a des attaques comme l'attaque à laquelle je fais référence, nous avons un correspondant à Bol, qui est le chef-lieu de la province du lac. Il s'appelle Ngomishta Michael, qui est donc, lui-même il dirige là-bas une radio communautaire. Et donc lui-même, en tant que rédacteur en chef de cette radio communautaire qui se trouve à Bol, eh bien il a accès à des informations de première main. C'est-à-dire que lui-même parfois il se déplace sur le lieu de l'attaque.
Donc ce qui fait qu'il a des témoignages de 1er mai, à la fois l'armée, mais aussi les populations qui sont victimes de ces attaques. Et donc lui, il traite l'information à son niveau avec ses journalistes à la rédaction, et ce sont ces mêmes informations qu'il nous les fait parvenir à N'Djamena. Et donc nous avons des sources de 1er mai parce qu'on a un correspondant sur place. Et c'est pareil pour tout le reste du pays. Nous avons au moins une dizaine de correspondants dans tout le Tchad. Ce qui nous permet, nous, en tant que Radio CFOD, d'être le plus proche de la population, le plus près possible de ce qui se passe sur le terrain. Donc on ne fabrique pas l'information, on ne copie pas chez les autres. Grâce à nos correspondants locaux, alors nous avons une information fiable qui vient vraiment du terrain. Premièrement, d'abord, c'est les correspondants locaux. Les correspondants locaux eux-mêmes viennent, la plupart, ce sont des fils et des filles de la localité. Et donc, ce qui fait que l'information, facilement, ils l'obtiennent auprès, que ce soit des civils, que ce soit aussi des militaires sur place ou des gouverneurs de la voie officielle. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut dire que nous avons une information fiable parce que nos correspondants font un travail de terrain. Ils ont l'accès direct aux sources locales, la voie officielle, même si ce n'est pas toujours évident. Souvent, comme vous le savez dans la plupart de nos pays africains, souvent les chiffres sont manipulés, ils ne sont pas fiables, mais c'est volontairement. Mais en tant que journaliste, ils font un travail de collecte, mais aussi de traitement, et puis finalement, ils croisent les sources avant de vous donner finalement l'information la plus vraisemblable, on va dire. Dans ces zones de conflit, ce n'est pas évident d'avoir une information fiable à 100%. Il y a la voie officielle, parfois les officiels ils le cachent, ou bien en tout cas ils ne donnent pas l'information qu'il faut, même si ils ont des informations fiables, disons des données vraies, mais pour protéger la population d'une certaine... ils cachent les informations et ils donnent des données qui ne sont pas... c'est ça le problème. Globalement, nous, en tant que journalistes de Radio CFOD, nous sommes pour la promotion du journalisme de solution. C'est une très belle initiative, suivant depuis 2 jours déjà cette formation, axée sur... ce que je retiens surtout, c'est ce désir de RSF de faire tout pour protéger les journalistes contre toute forme de violence qui pourrait les viser. Et je sais que moi qui vous parle en tant que responsable d'une radio, on a perdu un journaliste qui a été tué dans des circonstances que jusqu'aujourd'hui on n'arrive pas à élucider. Donc c'était la fameuse journée, ce que nous appelons nous le jeudi noir à N'Djamena. Il y a eu des manifestations contre le prolongement de la transition. On a eu beaucoup de décès. Parmi ces décès, il y a eu un journaliste de Radio CFOD qui a été tué, Origine Narcisse, qui a été tué jusqu'à je ne sais pas comment, dans quelles circonstances il a été tué. Pour moi, suivre cette formation à titre personnel, déjà, c'est acquérir des stratégies que je pourrais transmettre à mes journalistes pour qu'ils puissent mieux se protéger lorsque ils seront sur le terrain en reportage. Vraiment, j'ai salué cette initiative. Et je crois que selon RSF, c'est justement l'objectif de ce séminaire était d'aider les journalistes à pouvoir avoir des aptitudes, des stratégies, de pouvoir mieux se protéger quand ils sont sur le terrain. Ça, c'est au niveau physique, pour qu'ils ne puissent pas, pour faire face aux violences qui peuvent venir à la fois des policiers qui, lorsque vous avez des manifestations, vous avez des policiers qui vous tirent dessus ou bien qui vous malmènent, même en ayant avec vous les gilets, en ayant avec vous vos micros, mais ils vous malmènent parce que tout simplement, parfois, ils nous prennent comme c'était nous qui propagions, c'est nous qui les mettions en difficulté dans l'exercice de leur fonction. Donc parfois nous sommes pris de cible en tant que journalistes parce qu'ils disent que c'est nous qui manipulons la population, bien c'est nous qui diffusons des fausses informations. Parfois on est ciblés. Donc c'est une telle formation, ça nous donne, nous, rédacteurs en chef ou bien responsables de radio, d'avoir des informations utiles que nous pouvons transmettre aux journalistes, reporters, comment ils peuvent se protéger sur le terrain, comment ils peuvent ne pas se prêter le flanc pour être violentés par la police. Donc avoir des attitudes d'autodéfense ou bien comment ils peuvent se sécuriser eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes dans un pays où parfois on est suivi par on ne sait pas qui, on ne va pas dire que c'est les autorités, mais en tout cas on est surveillé. On est quelque part traqué. Et donc avoir un tel séminaire, ça nous donne des stratégies. Dans les zones où les attaques se multiplient, collecter de l'information reste encore possible. C'est le cas au Burkina Faso. Quels sont les moyens utilisés dans cette partie du Sahel? La réponse avec Sungouré Adama, journaliste à la radio Voix du Paysan. J'avoue que c'est pas simple parce que on dit que l'une des grandes libertés de l'homme, c'est la liberté de pouvoir se mouvoir, de pouvoir bouger, de pouvoir aller à la vérification, la collecte, vérifier, et traiter et faire passer l'information. Et malheureusement, depuis le début de cette crise, nous avons des zones en fait dans notre région où nous ne pouvons pas y accéder
et ce qui est un peu dommage, et c'est même pas un peu ce qui est dommage. Et dans ces cas de figure, nous faisons très attention quant aux informations qui viennent généralement de ces zones-là, parce que nous n'avons pas donc la possibilité de vérifier, nous n'avons pas la possibilité d'y aller, donc ça devient un peu compliqué pour l'exercice un peu de notre métier. C'est pour vous dire que depuis un certain temps, notre liberté en tout cas d'exercer ou de faire ce travail de journaliste à cause de la situation est quand même assez difficile. Nous avons mis en place en fait un système quand même qui nous permet d'avoir une remontée d'informations de ces zones et des informations que nous pouvons qualifier de fiables, parce que depuis l'arrivée de la crise, nous avons réfléchi à comment il faut essayer de rectifier le tir et essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir quand même donner l'information aux populations. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle des correspondants locaux qui sont des animateurs endogènes en fait de notre association, parce que la radio fait partie d'une association en tant que radio communautaire, et qui ont été formés sur comment transmettre ou remonter ou vérifier certaines informations avant de nous les transmettre. Donc avec ce pool d'animateurs que nous avons mis en place, ça nous permettait quand même d'avoir un certain nombre d'informations venant de ces localités-là, qui ne sont pas forcément des informations que nous traitons et que nous diffusons à l'antenne, mais ça nous donne quand même une idée de comment les choses évoluent dans ces localités. Ça, c'est une des solutions. Et la deuxième solution, nous avons mis en place ce qu'on appelle des relais communautaires. Là, ce sont des populations au sein des villages qui aiment la radio et qui en font vraiment leur outil de prédilection et qui se sont organisés en groupe et qui ont mis en place en fait des clubs de fidèles auditeurs. Nous, on a essayé donc de les réorganiser et donner vie en fait à leur structure en leur attribuant un certain nombre de choses, d'objectifs, de résultats à atteindre et tout. Donc, et avec ces relais-là aussi, il y a un certain nombre d'informations que nous recevons au niveau de la radio, et ce qui nous permet aussi d'orienter un certain nombre d'actions. Où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller, où est-ce que c'est dangereux, où est-ce que c'est pas dangereux. Donc ça nous permet quand même d'être informés au jour le jour de l'évolution donc de toutes ces situations-là au niveau des localités où il y a des difficultés. Cette formation, je l'apprécie, je dirais positivement. Je suis là au nom donc de la fêtière des radios au Burkina, qui est l'UNALPHA, comme je l'avais dit tantôt. Et c'est grâce donc à l'UNALPHA que je suis à cette formation. Ça nous a permis en tout cas de découvrir beaucoup de choses sur la sécurité physique qu'on ignorait, mais qu'on devrait en principe connaître. Parce que c'est des situations quand même, je dirais, de base que toute personne devrait au moins assimiler pour pouvoir non seulement lui-même se mettre en sécurité et de pouvoir mettre en sécurité son entourage en cas de problème. Et rien que dans le petit carcan familial, s'il y a un problème, un malaise, une situation d'évanouissement, un accident qui se produit, tu peux être très très utile à ta famille et tu peux être aussi très utile à ta communauté en mettant en pratique tout ce que nous avons appris ici. Et nous allons aussi avoir des b.a.-ba sur la sécurité digitale aussi. Je pense qu'avec le développement des réseaux sociaux où on reçoit toutes sortes d'informations difficilement vérifiables, en tant que journaliste travaillant dans un média, comment faire la part des choses? Comment savoir si cette information donnée par le réseau social est fiable ou pas? Donc je pense que c'est une partie donc de la formation qui va nous permettre de comprendre tout cela et toute chose qui va nous aider dans notre travail donc de tous les jours. Et je tiens surtout à dire merci à RSF, Reporters sans frontières, pour avoir eu l'idée d'organiser donc cette formation. On sait que c'est pas facile. Nous venons donc de plusieurs pays d'Afrique. Donc le fait d'abord de faire venir tout le monde au Sénégal, je sais que c'est compliqué avec la cherté donc des billets d'avion et tout, et aussi nous avoir mis dans un cadre agréable où l'apprentissage est aussi agréable. Donc vraiment nous tenons à dire merci aux dirigeants de Reporters sans frontières et nous les exhortons à voir si ces genres de formations peuvent se poursuivre, même si ce n'est pas au Sénégal, si ça peut être décentralisé et organisé donc dans nos pays pour permettre
permettre à plusieurs journalistes de pouvoir en profiter, ce serait vraiment une bonne chose. Le Niger aussi n'est pas épargné, ce qui est une opportunité pour la journaliste Fatih Amadou Ali de la radio Voix de la Tapoa de participer à cette formation pleine d'enseignements. C'est difficile d'avoir accès à des endroits de l'insécurité et surtout la région de Tillabéri depuis quelques années est confrontée à des sérieux problèmes et c'est pas du tout facile d'aller et recueillir des informations au-delà de 5 km même. Pour aller, il faut se sécuriser et la sécurisation n'est pas garantie pour les radios communautaires. Il y a les moyens de transport qui manquent. Ça, c'est un défi que jusque-là, on n'arrive pas à soulever. Parfois, les gens qui sont là-bas, qui peuvent avoir l'information fiable pour nous transmettre aussi, il y a les problèmes des réseaux qui se posent. Vous voyez que c'est pas du tout facile. Nous sommes toujours là. Les solutions, c'est pas que les solutions ne sont pas là, mais les outils de travail que nous, les radios communautaires, peuvent travailler pour avoir accès à ces informations fiables, c'est ça qui manque. Notre sécurité même, protéger notre sécurité qui nous empêche à aller à accéder à d'autres informations, mais nous ferons notre possible de faire des tables rondes, mais pas des émissions interactives téléphoniques. Ça, c'est aussi quelque chose que nous évitons en ce moment. Nous faisons des interviews ou bien des vox pop pour insérer dans nos émissions. Parfois, on peut avoir accès, on peut contacter la personne là où il est peut-être dans 12 km, 15 km pour le faire déplacer. Mais là, il faut lui donner son moyen de placement. Donc, c'est la radio. Parfois, il n'y en a pas, vous connaissez les radios communautaires. C'est pas des budgets qui ont d'argent. Mais juste nous-mêmes les animateurs, c'est du volontariat. C'est pas payant, c'est ainsi nous travaillons dans cette difficulté. Les solutions, c'est juste parfois amener la personne à participer à des émissions directes. Waouh, je suis fière. D'abord, c'est une première fois que je suis venue à Dakar. C'est ma première fois. Et c'est ma première fois d'avoir une formation sur les Reporters sans frontières. Et surtout, et l'opportunité d'avoir accès à une formation de comment sécuriser nous-mêmes. Donc, c'est une fierté pour moi, surtout d'aller encore apprendre à mes collègues qui ne sont pas là comment se sécuriser. Parce que vous savez, pas mal dans la formation, je vais expliquer, nous les femmes, nous sommes des vulnérables et surtout que nous sommes venus dans un pays d'insécurité dont les femmes ne sont pas, je vais dire que le respect même du genre, c'est peu. Donc la femme, elle, quand il y a quelque chose d'insécurité, la femme, l'enfant, elle est exposée. Maintenant, nous savons comment est-ce que nous aussi, nous allons nous protéger et dire aux autres femmes qui ne sont pas venues de se protéger. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est sur la dernière thème que Momo nous a évoqué sur le web, le danger du site web, et que nous sommes exposés, surtout avec nos portables maintenant. Vous voyez, les femmes sont là, on en envoie des photos par-ci par-là, c'est un danger pour nous. Moi, j'ai pris conscience. Prochainement, je n'allais plus envoyer mes images sur les WhatsApp, les Facebook et surtout, même maintenant quand je voyage, je dis aux gens, je suis au Dakar, vous voyez, si la personne peut me localiser, il peut vite me trouver et faire ce qu'il veut de moi parce que nos vies sont menacées. D'ailleurs, même une journaliste, elle est toujours exposée parce qu'elle dit la vérité, parce qu'elle fait des recherches et surtout dans les cas de l'insécurité, des sensibilisations que nous faisons, des thèmes sur l'insécurité peut être contre les gens. La stigmatisation et là, on ne sait pas à qui confiance, vous voyez. Moi, je suis vraiment contente de participer et je sais qu'Inch'Allah, à la fin de cette formation, je serai sortant et gagnante. La sécurité des journalistes des radios communautaires du Sahel en mission est de plus en plus menacée. C'est pourquoi, face aux risques encourus au service de l'information du public, les professionnels de l'information, journalistes couvrant les zones de conflit ou de tension, doivent être outillés afin de pouvoir se protéger. Encore en 2025, Reporters sans frontières va continuer sa campagne pour sauver le journalisme pour que le Sahel ne devienne le plus grand trou noir de l'information en Afrique, voire dans le monde. Ce magazine est réalisé grâce à un soutien de Reporters sans frontières et du Centre allemand d'information en Afrique.